Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance de grammaire. Contrairement à d'ordinaire, il ne s'agit pas d'un cours, il s'agit de révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais rien vous apprendre, a priori. Je vais simplement reprendre ce que nous avons vu précédemment durant toute l'année. Ce sera l'occasion pour vous d'avoir une vue d'ensemble sur ce que nous avons fait en grammaire et surtout une vue d'ensemble sur ce que vous devez maîtriser lors de votre entrée en première. Donc, je vous invite évidemment à avoir une feuille, un crayon et à prendre des notes de façon à avoir une espèce de trace de tout ce que vous avez pu voir cette année. Le programme de grammaire de la classe de seconde, c'est-à-dire ce que vous devez maîtriser en entrant en première, ce sont principalement 4 points. Le premier, le verbe, l'analyse du verbe, la concordance des temps en particulier. Mais également les valeurs verbales, c'est à peu près la même chose en réalité. Ensuite, la phrase simple, phrase complexe, les constituants de la phrase complexe, c'est-à-dire comment est-ce que les différentes propositions vont s'agencer entre elles et la nature de ces propositions. Ensuite, les propositions relatives et pour finir, les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe. Nous nous intéressons tout d'abord au verbe et la question qui se pose, c'est comment analyser le verbe. Première question que l'on se pose, c'est quel mode est employé. Vous avez plusieurs modes que vous devez savoir reconnaître, l'indicatif qui situe dans le temps, l'impératif qui permet l'injonction ou le subjonctif qui évoque le monde du possible. Et ces 3 modes sont ce que l'on appelle les modes personnels dans la mesure où le verbe s'accorde avec une personne. Je mange, le verbe va par exemple s'accorder avec la personne je, première personne du singulier. On est donc bien à l'indicatif dans un mode personnel. Il y a 2 modes qui ne sont pas personnels, c'est l'infinitif. L'infinitif a souvent la valeur d'un nom, comme par exemple si je vous dis lire est une activité que j'aime. Lire ici prend la valeur d'un nom dans la mesure où je pourrais le remplacer par la lecture. Et vous avez également des infinitifs qui ont une valeur d'injonction. Si je vous dis reconnaître les modes verbaux dans un devoir, c'est un ordre, ou en tout cas une incitation que je propose grâce à l'infinitif. Autre mode non personnel, c'est le participe, passé ou présent, qui permet de façon un peu générale d'indiquer la circonstance. Pour tous les modes, je vous indique dans les commentaires de cette vidéo et dans l'article du blog une très courte vidéo et assez bien faite qui vous permet de réviser la notion. Je vous invite quand même à faire très attention. Dans la vidéo, on vous parle du conditionnel comme un mode. Or, on ne considère plus le conditionnel comme un mode, mais comme un temps qui appartient à l'indicatif. Donc, vous écoutez la vidéo, ça remet les choses un petit peu au clair et vous oubliez ce que la vidéo vous dit du conditionnel. Une fois qu'on a identifié le mode, on identifie le temps. En sachant que dans n'importe quel mode, il va y avoir 2 systèmes de temps. Les temps simples d'un côté, qui sont composés d'un seul élément, je mange. Ce temps simple a une valeur de non accompli et le temps composé qui est composé, comme son nom l'indique, de 2 éléments, un auxiliaire plus un participe passé, j'ai mangé, j'avais mangé, j'aurais mangé. Et ce temps composé a une valeur d'accompli et en général, il évoque une action antérieure. Quand on s'intéresse au temps composé, on peut considérer que si l'on parle de valeur accomplie, c'est suffisant. Quand on s'intéresse au temps simple, évoquer la valeur d'inaccompli fonctionne pour les temps simples de tous les modes, sauf pour l'indicatif où il faut être un peu plus précis. Donc voilà un tableau qui reprend ce que nous avons déjà vu en cours, c'est-à-dire les différentes valeurs des temps. Pour le présent, le temps d'énonciation, j'ai faim, ça renvoie au moment où je parle. Le présent étendu avec des limites un peu plus larges de temps, cette lampe n'éclaire pas, c'est vrai quand je parle, mais c'est vrai un petit peu avant. Et puis, vous avez le présent permanent, un grand espace de temps. Le soleil est une étoile que vous appelez aussi parfois le présent de vérité générale. Vous avez un présent de narration qui remplace les temps du passé pour actualiser la scène. Donc ça se trouve dans un texte au passé. La bataille faisait rage, Napoléon s'avance. Donc vous voyez que c'est une façon de mettre en valeur.
Et vous avez aussi un présent qui sert de passé ou de futur avec un complément circonstanciel. Je sors à l'instant du lycée. Donc voilà pour les valeurs du présent. Pour le futur, l'expression d'un futur très probable, il viendra demain, il y a quand même de grandes chances pour que. Le futur peut servir aussi à atténuer quelque chose. Je vous ferai remarquer votre erreur, qui est une façon d'atténuer. Je vous fais remarquer votre erreur est plus violent. Le futur sert aussi à exprimer une supposition. J'ai trouvé un livre, ce sera celui qu'a oublié mon père. Et puis, enfin, le futur permet d'exprimer une vérité générale. Un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Ici, on a l'équivalent du présent permanent. L'imparfait, vous vous souvenez, la chose la plus importante, on l'a vu ensemble, c'est que l'imparfait a une valeur séquent. On dit que l'action est vue de l'intérieur, ce qui veut dire qu'on ne prend pas en compte, quand on utilise l'imparfait, le début et la fin de l'action. Je marchais ne s'intéresse qu'à l'action de marcher vue de l'intérieur, ce qui veut dire que c'est un temps qu'on va utiliser pour l'arrière-plan, dont la description, l'habitude, etc. L'imparfait a aussi une valeur modale parce qu'il permet d'exprimer un souhait. Si j'avais pensé, à travailler régulièrement, si j'avais pensé à travailler, ici, ce n'est pas vraiment le passé qui est exprimé, mais plutôt un souhait. Une suggestion, et si nous y allions, ou une demande polie, je voulais vous demander. Le passé simple, eh bien c'est exactement l'inverse de l'imparfait, c'est-à-dire que c'est un temps qui permet d'envisager les choses de façon non séquente, c'est-à-dire qu'on les voit de l'extérieur avec des limites temporelles. Voyez bien la différence entre je marchais, on est à l'intérieur de l'action, on ne sait pas quand ça a commencé, quand ça finit, puis on s'en fiche. Il a paru devant moi. Et là, ce qui m'intéresse, c'est l'action globale avec des limites temporelles. Donc, le passé simple va être utilisé pour les faits de premier plan. Le conditionnel présent, maintenant, que j'ai donc bien intégré comme un temps de l'indicatif. Le conditionnel présent, il a deux valeurs, soit une valeur de futur dans le passé, je savais qu'il viendrait, soit une valeur modale, il permet de formuler une hypothèse, si j'avais su, j'aurais fait je ne sais quoi. Je reprends ma fiche d'analyse du verbe. On a donc vu les modes, les temps. Il faut ensuite se poser la question de la tournure, c'est-à-dire est-ce qu'on est à la voix active, le sujet est acteur de l'action, est-ce qu'on est à la voix passive, le sujet subit l'action avec la présence ou non d'un complément d'agent. Si ces deux tournures du verbe ne vous semblent pas évidentes, alors je vous invite à consulter le lien qui se trouve, encore une fois, dans la description de la vidéo ou sur l'article du blog. Nous en avons terminé avec le verbe. Nous passons à la phrase. Comment on analyse une phrase? Eh bien, tout d'abord, on se demande quel type de phrase. Je vous rappelle qu'il y a trois types de phrases, déclaratif, injonctif, interrogatif. J'affirme quelque chose, j'essaie d'agir sur mon locuteur ou bien je pose une question. On se demande ensuite quelle est la forme de la phrase. Il y a donc une phrase affirmative ou une phrase négative. On se demande également quelle est la tournure de la phrase. Est-ce que c'est une phrase emphatique? Est-ce que c'est une phrase impersonnelle? La phrase emphatique, c'est une phrase qui met en valeur un élément. Donc, je vous mets en lien là aussi une petite vidéo qui vous rafraîchira la mémoire si tant est que les souvenirs sont un peu flous. Et quant à la tournure impersonnelle, c'est lorsque le sujet est un « il » vide de sens. Par exemple, lorsque je vous dis « il pleut ». Vous voyez bien la différence. Ou bien dans une phrase comme « il faut aller chercher Martine ». Le « il » ici ne représente pas une personne. Dernière chose, on se demande quelle est la structure de la phrase. La structure de la phrase, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une phrase nominale sans verbe conjugué? Est-ce que j'ai une phrase simple avec un seul verbe conjugué? Ou est-ce que j'ai une phrase complexe avec plusieurs verbes conjugués? Si la phrase est complexe, est-ce que mes propositions sont indépendantes
et coordonnées, donc reliées par mais, ou et donc ornicar, ou est-ce qu'elles sont juxtaposées par un point de ponctuation? Si il y a dans la phrase complexe une proposition subordonnée, alors il faut identifier la principale et la subordonnée, et il faut arriver à identifier quelle est cette subordonnée. Est-ce qu'elle complète le verbe, auquel cas elle est complétive? Est-ce qu'elle vient donner une information à la phrase, auquel cas elle est circonstancielle? Ou est-ce qu'elle vient être introduite par un pronom relatif, auquel cas elle est relative? Vous voyez que j'ai hésité pour la relative et vous comprendrez ensuite pourquoi. Nous nous intéressons maintenant à la proposition subordonnée relative et vous allez comprendre pourquoi j'ai bafouillé plus haut en essayant de vous dire comment on la reconnaît. En fait, la seule chose qui puisse vous assurer que vous êtes face à une proposition subordonnée relative, c'est que celle-ci est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs ne sont pas très nombreux, vous pouvez donc les retenir. Qui, que, quoi, dont, où, lequel et tous ses dérivés, laquelle, lesquels, duquel et tous ses dérivés, auquel et tous ses dérivés. La difficulté, c'est que parfois, un mot peut être soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination. Je pense en particulier à que l'on retrouve dans les deux cas. Alors, comment on fait pour savoir si on a affaire à un pronom relatif ou à une conjonction de subordination? Eh bien, le pronom relatif a une particularité, c'est qu'il joue deux rôles. Le premier, il représente souvent un antécédent qui se situe dans la principale. Alors, vous voyez que j'ai mis souvent, donc c'est à nuancer. Et le deuxième, c'est qu'il joue un rôle grammatical dans la subordonnée. Je vous mets un exemple. J'ai aimé des livres auxquels je ne pensais pas m'intéresser un jour. Vous voyez que auquel a ici un antécédent. Il représente des livres. J'ai aimé des livres. Et surtout, auquel joue un rôle dans la subordonnée. Je ne pensais pas m'intéresser un jour à quoi? Auquel? Au livre. Dans le deuxième exemple que j'ai noté et que j'ai barré, j'ai aimé qu'il m'embrasse. Vous voyez qu'ici, j'utilise le que, qui n'est pas ici un pronom personnel parce que dans la subordonnée, il m'embrasse. Le que ne joue aucun rôle. C'est pas il m'embrasse quoi, il embrasse qui, enfin il embrasse quoi ou qui, c'est moi, mais le que ne joue pas de rôle grammatical. C'est comme ça qu'on reconnaît une relative. Les relatives, et voilà pourquoi j'ai bafouillé tout à l'heure, il y en a trois types. Le premier type, c'est le plus fréquent, et c'est ce qui m'a fait hésiter puisque j'étais partie pour vous dire on reconnaît la subordonnée relative à ce qu'elle est, elle vient compléter un nom ou un groupe nominal. En fait, ou même un adjectif d'ailleurs. Ce type de relatif, c'est ce que l'on appelle les relatifs adjectives. En fait, elles jouent le rôle d'un adjectif. Par exemple, le livre que j'ai aimé. Le livre adoré. Je peux remplacer la relative par un adjectif. Et elle vient effectivement compléter un nom ou un groupe nominal. Mais il existe également ce que l'on appelle des relatifs substantives qui viennent non pas remplacer, mais qui fonctionnent comme des noms. Un substantif, c'est un nom. Si par exemple, je vous dis « qui m'aime me suive », vous voyez que « qui m'aime » ici est une relative puisque « qui » joue un rôle dans « qui m'aime », il est même le sujet. Par contre, vous n'allez pas pouvoir identifier d'antécédent. Donc, elle ne complète rien du tout. Ici, elle fonctionne comme un nom. Je peux remplacer qui m'aime par Ferdinand. Ferdinand me suit. Ou que Ferdinand me suive. Ou bien, si elle ne fonctionne pas comme des noms, il existe une autre catégorie de relatifs substantifs, c'est les relatifs substantifs pour lesquels le contenu de l'antécédent n'est pas facilement identifiable. J'aime ce qui se passe ici. Ici, vous voyez également que qui joue un rôle puisqu'il est sujet de la relative qui se passe ici. Et pourtant, il n'a pas d'antécédent à moins de considérer que ce est son antécédent. Mais alors, si ce est son antécédent, on ne voit pas très bien ce que c'est que ce. Qu'est-ce qu'on mettrait à l'intérieur? Donc, ce cas de figure qui est assez rare, c'est finalement le cas de figure le plus difficile pour les relatifs. Et le troisième type de relatif, c'est les relatifs circonstanciels, là où je suis né. Là, vous avez effectivement où je suis né est une relative qui vient compléter un adverbe de lieu. Ce sont des cas extrêmement rares, les deux derniers, enfin extrêmement peut-être pas, mais assez rares, les deux derniers, la relative substantive et la relative circonstancielle.
Si déjà vous arrivez à repérer les adjectifs, ce sera très bien. Nous nous intéressons maintenant à l'accord du verbe avec le sujet. Donc, vous connaissez la règle depuis que vous êtes tout petit. Le verbe s'accorde avec le sujet. Et parfois, cet accord pose problème parce que le sujet n'est pas simple à repérer. Alors, je crois que la seule règle qui prévaut en la matière, c'est faire preuve de logique. Si le sujet est un peu loin, on va le chercher. Donc, on se pose la question, qui plus verbe? Qui mange? Qui fait? Qui parle? Je vous donne des exemples qui peuvent poser problème. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustive, ce sont quelques exemples pris au hasard pour vous montrer que la logique, souvent, permet de résoudre les problèmes. La trilogie de Beaumarchais, qui est un auteur du XVIIIe, pour accorder le verbe être, je me demande qui est un auteur. Beaumarchais, j'accorde donc avec Beaumarchais. Beaucoup d'élèves adorent la grammaire. Pourquoi ENT? Beaucoup d'élèves, ça veut dire plusieurs élèves. Donc, j'accorde au pluriel. Par contre, plus d'un élève adore la grammaire, alors dans ce cas-là, je vais considérer les élèves un par un. Et comme je les considère un par un, eh bien, je ne vais pas accorder au pluriel. De la même façon, chacun adore la grammaire ne prendra pas de marque du pluriel puisque chacun, je les considère un par un. Le lièvre et la tortue gagnent la course, ils sont deux à gagner, je mets au pluriel. Par contre, le lièvre ou la tortue gagne la course, il n'y en a qu'un des deux qui va gagner, je ne mets pas au pluriel. Donc vous voyez que la logique permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Une question qui se pose quand on accorde le verbe, c'est l'accord du participe passé. Alors, j'évacue un peu vite le participe passé employé comme adjectif, d'abord parce que je ne suis pas tout à fait dans mon sujet d'accord du sujet et du verbe, et ensuite parce que l'accord ne pose pas de problème. S'il est employé comme un adjectif, c'est-à-dire sans auxiliaire, il s'accorde avec le nom qu'il va qualifier. Donc, on cherche le nom, on le recherche, parfois il est un peu loin, mais on essaie de retrouver. La tortue animée, qui est-ce qui est animé? Je vais chercher qui est complété par ce terme. Là où la question se pose véritablement dans le cadre de l'accord sujet-verbe, c'est lorsque le participe passé est employé avec un auxiliaire. Alors, vous connaissez la règle. Avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. La tortue est arrivée. Qui est arrivé? La tortue, j'accorde. Et ça se complique avec l'auxiliaire avoir, parce que tout le monde connaît la règle d'accord. On accorde avec le COD si et seulement si il est placé avant. La tortue a gagné la course. Je n'accorde pas puisqu'elle a gagné quoi? La course, le COD est après. Cette course, la tortue l'a gagnée. Elle a gagné quoi? Cette course, il est avant, j'accorde. Tout le monde connaît la règle et on sait aussi que c'est parfois très difficile de l'appliquer. Donc, je vous donne un petit truc. Vous vous arrêtez sur le participe dans le sens de lecture et vous vous demandez si au moment où vous arrivez sur le participe, vous savez qui est concerné. Alors, je reprends mes deux exemples plus haut, mes trois exemples plus haut et vous allez voir. La tortue est arrivée. Je m'arrête là et je me dis, est-ce que je sais ce qui est arrivé? Bah oui, c'est la tortue. Donc, j'accorde avec la tortue. La tortue a gagné. Ah, est-ce que je sais ce qui est gagné? Ah bah non, je ne sais pas. Donc, je n'accorde pas. Cette course, la tortue l'a gagnée. Est-ce que je sais ce qui est gagné? Ah bah oui, c'est cette course. Donc, j'accorde. Et j'accorde avec ce qui est gagné, ce qui est arrivé. Donc, c'est un truc bien pratique quand vous rédigez pour éviter d'avoir à réfléchir longuement sur des cas particuliers, parfois difficiles. Il y a encore un cas un peu difficile, c'est l'accord des verbes pronominaux. Alors, je rentre pas dans le détail de règles qui sont très difficiles. Le plus simple, souvent, c'est de remplacer par une forme non pronominale, avec l'auxiliaire avoir. Si je dis « ils se sont lavé les mains », je vais remplacer par « ils ont lavé leurs mains ». Et je fonctionne comme plus haut. Ils ont lavé. Je m'arrête. Qu'est-ce qui est lavé? J'en sais rien, j'accorde pas. Ils se sont salués. Ils ont salué qui? Ils ont salué. Ah, ben je sais. Eux-mêmes. Donc, je peux accorder. Pour continuer la question des accords, nous allons nous intéresser au groupe nominal. Il n'y a pas de difficulté particulière, sauf que, évidemment, il faut bien repérer le nom qui régit le groupe nominal pour savoir comment accorder les différents adjectifs ou mots qui vont venir compléter ce groupe nominal. Par contre, il y a deux petites difficultés, c'est
les adjectifs composés. Les adjectifs, vous le savez, s'accordent avec le nom, mais dans les adjectifs composés, on ne va accorder que l'élément, on va accorder un élément de l'adjectif composé seulement s'il est un adjectif ou un nom. Et puis, on va se poser la question du sens. Là encore, c'est la logique et le bon sens qui prévalent. Alors, je vous donne un exemple, un chasse-mouche. Un chasse-mouche, il va chasser des mouches. Donc, il est évident qu'on va mettre un S à mouche, même si le mot est au singulier. Par contre, des chasse-mouches, chasse, c'est le verbe chasser, donc je ne vais pas l'accorder au pluriel. Un timbre-poste, pas de difficulté, pas de S nulle part. Des timbres-poste, il y a plusieurs timbres, par contre, c'est toujours des timbres qui appartiennent ou qui sont émis par la poste. De la même façon, des pots-au-feu, il va y avoir plusieurs pots, par contre, il y aura toujours un feu. Donc, on n'accorde pas. Des couvre-lits, et il peut y avoir plusieurs lits, par contre, couvre, c'est un verbe, on n'accorde pas. Et la deuxième petite difficulté, c'est que l'adverbe tout s'accorde quand il est devant un adjectif au féminin qui commence par une consonne. Donc, l'œuvre de Beaumarchais, toute scandaleuse qu'elle soit. Par contre, le livre de Beaumarchais, les livres de Beaumarchais, tout scandaleux qu'il soit, tout ne s'accordera pas. Il s'écrira T-O-U-T, non pas tous. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. C'était une séance fort dense qui visait pas du tout à vous apprendre des choses, mais simplement à vous donner une vision d'ensemble de tout ce que nous avions vu durant l'année, de façon à ce que vous puissiez composer une fiche de révision que vous garderez l'année prochaine pour votre entrée en première. La prochaine séance sera encore consacrée à la grammaire et nous allons nous entraîner sur un extrait du Barbier de Séville. Donc ce sera un peu plus amusant dans la mesure où vous aurez un peu plus d'activités à faire qu'aujourd'hui où vous avez été finalement assez passif et je m'en excuse. Je vous souhaite une bonne journée.